Pour cela, à travers la photographie sur la taxinomie et à travers la seconde photographie sur les problématiques, regardons la situation juridique aujourd'hui avant de regarder quel pourrait être le régime juridique pour demain. Alors la situation aujourd'hui, le droit des robots. D'abord, la démarche éthique. Faut-il ou non une démarche éthique, indépendamment de la démarche juridique? Quel est le régime juridique applicable aux robots qui existent? Un certain nombre de robots aujourd'hui sont utilisables. Où en est la jurisprudence? Et qu'est-ce qui se passe du cas particulier de la création assistée par robot? Tout d'abord, la démarche éthique. Faut-il penser le droit des robots avec une démarche éthique? La problématique, c'est ce qui existe dans les sciences du vivant. Lorsqu'on a voulu faire du droit médical ou lorsqu'on a voulu faire du droit de la biotechnologie, immédiatement s'est imposée l'idée qu'il fallait penser la science et le droit de cette science dans un cadre éthique. Il existe aujourd'hui un comité national dans ce domaine-là. Si on regarde à l'étranger, la Corée du Sud, qui est très en avance sur ce domaine-là, eh bien, la Corée du Sud a une charte éthique des robots. C'est-à-dire a défini une sorte de règle morale indépendamment des règles juridiques. Il existe un groupe de travail auprès du SGDN en France qui réfléchit sur le cadre juridique des robots et notamment si oui ou non il faudrait penser un cadre juridique en combinaison avec un cadre éthique. En fait, on voit bien, il y a l'automate, le robot à capteur sensoriel et le robot à réaction ou émotion. Dans les deux dernières catégories, il y a là peut-être réflexion éthique indépendamment de la réflexion juridique, notamment la robotique humanoïde ou la robotique à forme animale. L'utilisation pour des enfants, par exemple, de robots humanoïdes ou pour des personnes âgées, ou de manière générale pour vous et moi, ces robots qui vont apprendre à vous reconnaître, et ils existent aujourd'hui, qui peuvent apprendre à parler, qui peuvent assister dans certaines fonctions importantes pour l'homme, ces robots ne créent-ils pas des leurres affectifs dans lesquels eh bien, il faut se poser la question s'il ne faut pas une réflexion éthique, nonobstant la réflexion juridique. C'est bien ce qu'on s'est pu poser comme question lorsqu'on, dans la démarche éthique, cette fameuse et fameuse 3 lois, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger, ou la loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si les ordres rentrent en conflit avec la première loi. Et puis une troisième règle, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces 3 règles bien connues doivent être limitées à uniquement ces 3 principes ou porter d'autres valeurs pour la protection des hommes dans leur relation avec les robots. Aujourd'hui, la situation juridique, indépendamment de la réflexion sur l'éthique, fait qu'il n'y a pas de cadre particulier pour l'instant. On est en fonction d'un droit qui dépend des composants. C'est-à-dire sur un robot, on va s'intéresser à la partie automatisme et on parlera du droit des machines. Ou on va s'intéresser au logiciel et on parlera du droit des logiciels. Il n'y a pas de réglementation en tant que telle. Le régime général du matériel, le régime particulier des logiciels, voire le régime juridique des données pourrait s'appliquer. En effet, un robot aujourd'hui est capable d'avoir une mémoire importante,
il peut être un élément d'intégration, d'éléments d'intimité. Pensez à des robots d'aide médicale. Et toutes ces informations-là, liées à l'individu, ces fichiers de données, aujourd'hui ont des cadres juridiques, notamment par exemple la loi informatique et liberté. Mais il n'existe pas un cadre unitaire. Ensuite, se pose aussi la question sur le cadre juridique des robots en position active et des robots en position réactive. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on utilise des robots de protection, il est en réaction. Mais avec la chirurgie robotisée, de plus en plus, l'acte chirurgical dans son élément de précision est fait par la machine, conduite par des lasers qui sont bien plus précis que l'œil du chirurgien. Mais lorsqu'il y a une défaillance, l'humain va intervenir. Et là, vous voyez bien que les cadres juridiques, en général, sont des cadres juridiques qui sont toujours gérés sur l'action positive. Ici, de plus en plus, avec la robotique, on a des cadres juridiques dans lesquels il va falloir non plus gérer sur l'action, mais sur la réaction, une sorte de nouvelle possibilité pour le juriste d'exprimer des cadres juridiques innovants. Si on regarde dans la situation concrète des robots, la jurisprudence, eh bien, il n'existe pas de taxinomie. Dans les bases de données, on trouve rarement la catégorie technique robot. Et puis, dans les bases de données juridiques, il n'existe pas d'éléments qui permettent aujourd'hui de dire qu'il y a un courant jurisprudentiel dans ce domaine. Dans la plupart des cas, on va pouvoir parfois trouver dans ces jurisprudences le terme robot et on sera confronté à l'application de règles classiques, c'est-à-dire le droit des équipements industriels, le droit des machines, ou plus généralement encore, c'est le droit général de la responsabilité contractuelle s'appliquant au robot qui est identifié plutôt sous forme d'une machine qu'identifié sous forme d'une nouvelle personnalité. Dernier élément, la création assistée. Lorsqu'on se trouve en présence d'une coopération homme-robot, il y a une question qui se pose sur le plan juridique, c'est est-ce que lorsque le robot fait différentes opérations, est-ce que l'ensemble est original ? On a déjà eu quand même de l'intelligence artificielle ou de la création assistée par ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, la jurisprudence a considéré que lorsqu'on avait de la création assistée par ordinateur et lorsque cette création était faite par un individu qui utilisait ce type de logiciel, il y avait place pour une originalité. S'il y a place pour une originalité, alors la création assistée par ordinateur entre dans le cadre de la propriété artistique et nous avons différentes jurisprudences qui reconnaissent cette possibilité-là. De la même manière, ne pourra-t-on pas concevoir que lorsqu'une création est effectuée par un robot et un humain, il y a là une création assistée par robot et par analogie avec la création assistée par ordinateur, une création pourrait se faire originale et en tant que telle protégée par le droit d'auteur. Mais est-ce que le concepteur, notamment les informaticiens qui ont mis en place le système d'intelligence artificielle, est-ce qu'eux-mêmes ne pourraient pas venir demain revendiquer une propriété à travers la création effectuée par le robot, compte tenu de sa possibilité d'émettre des formulations ou des décisions en application des règles de degré de liberté? On peut supposer à un moment donné différents éléments de programmation qui ont permis de travailler sur le nombre d'or, sur la présentation, sur des couleurs pouvant être en relation avec les couleurs de Kandinsky ou un bleu de Klein. Et cette présentation tirait, entre guillemets, du cerveau du robot, tant de sa mémoire que de sa capacité à gérer des émotions. Est-ce qu'il n'y a pas la place à une, non pas propriété du robot, ça n'aurait aucun sens, mais à une sorte de propriété qui serait induite non pas par le robot, mais par la capacité de l'intelligence artificielle introduite dans les logiciels qui sont mis en coopération avec l'individu.